Photographie, lumière, couleur, la beauté de l'image animée en science-fiction. Depuis ses origines, le cinéma de science-fiction a toujours été un laboratoire visuel. C'est de beauté qu'il est question ici, celle qui naît d'une photographie soignée, d'une lumière pensée et d'une colorimétrie qui fait jaillir l'émotion. Tout commence avec l'illusionniste Georges Méliès et son voyage à la Lune. Les trucages artisanaux, les décors peints à la main, la théâtralité de l'image étaient déjà un premier geste d'amour envers le visuel. Rien n'est trop beau aux yeux de Méliès. C'est une véritable superproduction à l'échelle de la Belle Époque. Le cinéaste estime son budget à 30 000 francs, soit plus de 100 000 euros actuels. « C'est fou un film à ce prix-là » lui hurle un exploitant. « On n'a jamais vu ça, vous n'en vendrez pas un seul, on se ruinerait avec des vues aussi coûteuses. » La production s'étale sur 4 mois, entre mai et août, pour un tournage de 3 semaines, et au final, un film de 14 minutes, une durée inhabituellement longue pour l'époque. Il l'orchestre dans son studio de Montreuil, grand atelier vitré conçu spécialement pour les prises de vue cinématographiques en lumière naturelle, le plus perfectionné au monde à l'époque. Les films de Méliès semblent avoir été coloriés dès leur début. Ce coloriage était entièrement fait à la main, se rappelait Elisabeth Huillier, dont l'atelier rue du Bac à Paris a colorié tous les films de Méliès. J'occupais 200 ouvrières dans mon atelier. Je passais mes nuits à sélectionner et à échantillonner les couleurs. Pendant le jour, les ouvrières posaient la couleur, suivant mes instructions. Chaque ouvrière spécialisée ne déposait qu'une couleur. Celle-ci, souvent, dépassait le nombre de 20. Le voyage dans la Lune sort le 1er septembre 1902. Les premières représentations se révèlent un triomphe, au point que Thomas Edison fait contre-typer le voyage à la Lune pour le distribuer à son profit aux États-Unis. Mais c'est au XXe siècle que le cinéma de science-fiction va véritablement s'affirmer comme un art de la lumière, du cadre et de la composition visuelle. Stanley Kubrick, avec 2001 l'Odyssée de l'espace, impose une grammaire cinématographique inédite, où chaque image est pensée comme une structure géométrique. La symétrie devient une forme d'ordre cosmique. L'immobilité des cadres évoque l'éternité silencieuse de l'espace. Les mouvements de caméra sont rares, lents, précis. La photographie, volontairement froide, contraste avec l'intensité existentielle du récit. Les jeux d'éclairage, souvent indirects ou diffusés à travers des structures complexes, évoquent un espace aseptisé, impersonnel, presque divin. Quant à la colorimétrie, elle évolue au fil des séquences. Blancheur clinique de la station orbitale, rouge menaçant de Hal, couleur psychédélique du voyage final, chaque teinte traduit une bascule de perception. Le film impose une sensation. L'un des exemples les plus puissants de ce langage visuel se trouve dans la célèbre transition entre l'os lancé par l'homme préhistorique et le vaisseau spatial en orbite. Ce raccord par analogie, en un seul cut, lie symboliquement 2 époques, 2 outils, 2 formes de pouvoir. Mais au-delà de sa portée narrative, le geste est profondément visuel. Le ciel bleu tranché par l'os en rotation devient soudain un espace noir où flotte un vaisseau blanc, géométriquement parfait. Dans les années 80, une autre révolution visuelle s'opère. Ridley Scott change la donne avec Blade Runner. C'est la naissance du cyberpunk visuel. La direction artistique est l'une des plus fascinantes qu'on ait vues dans un film du genre. La verticalité de cette ville tentaculaire, poisseuse, pauvre et surpeuplée, aux apparences d'une mine de charbon géante faite d'immenses écrans publicitaires, les façades et devantures d'immeubles entrepôts habillés de tuyaux d'aération, le Bradbury Building et son allure néo-gothique, ses enchevêtrements de lignes, ses corniches, ses trous au plafond, ses cloisons en carton, les éclairages nocturnes en mouvement permanent et s'immisçant dans chaque entrebâillure de fenêtres, ses intérieurs claustrophobes, la pluie perpétuelle. C'est le génie du chef opérateur Jeff Cronenweth. La recherche de l'image parfaite ne disparaît pas avec la décennie suivante. Dans les années 90, des œuvres comme Bienvenue à Gattaca poussent l'épure à l'extrême pour traduire l'obsession du contrôle. La grande majorité des décors n'a pas été construits en studio, mais sont des lieux réels et détournés de leur contexte initial.
L'imposant centre spatial de Gattaca est ainsi une réalisation de l'architecte américain Frank Lloyd Wright, célèbre entre autres pour la spirale du musée Guggenheim à New York. Le film utilise le centre administratif du comté de Marin à San Rafael, transformé en décor servant une esthétique bureaucratique. Notons que le même lieu avait déjà été utilisé pour THX 1138 de George Lucas en 1971. Le néon, qui connut son heure de gloire dans les années 60, colore le film d'une lumière bleutée. Pour son premier film, Andrew Niccol s'est vu accorder un budget relativement restreint pour un film de science-fiction. Il explique par exemple que la lumière sursaturée des scènes en extérieur constituait une idée peu coûteuse. Des filtres jaunes ont été placés sur l'objectif pour donner une allure différente et nouvelle à des éléments familiers et contribuer activement à l'atmosphère futuriste. Et je le cite, « La façon dont le directeur photo Slavomir Inziak a tourné certains plans a été une manière de tirer parti de cette limitation de budget. Comme nous ne pouvions pas reconstruire le monde, nous l'avons en quelque sorte peint. Nous avons lourdement filtré l'image en jaune, beaucoup de scènes en extérieur, pour donner un rendu, dirait-on, jaunisse ou doré. Cela a changé complètement l'apparence de tous les éléments contemporains qui passaient devant la caméra. » Le style visuel de Matrix, quant à lui, puise dans la double filiation de la bande dessinée occidentale et de l'animation japonaise, tout en manifestant une affinité assumée avec la culture vidéoludique. Ces influences se traduisent par des choix précis en matière de cadrage, d'éclairage et de rythme narratif, ainsi que par une stylisation prononcée de la violence. L'économie générale des films, tant sur le plan narratif que budgétaire, se concentre sur la chorégraphie des combats, qui constitue la colonne vertébrale du spectacle visuel. À travers la trilogie, ces affrontements se déploient dans des espaces multiples, stations de métro, halls monumentaux, autoroutes, entrepôts, vaisseaux spatiaux, ruines du monde réel et même sphères célestes, conférant à la lutte entre Neo et l'agent Smith une dimension mythologique. L'uniformité géométrique du bureau de Thomas Anderson, succession monotone de cloisons et de cubes, incarne le système coercitif de la matrice et anticipe la structure réticulaire du code que Neo finira par percevoir. Par contraste, la forme cylindrique de Sion illustre le caractère communautaire et organique de la cité humaine, tandis que l'ampleur ténébreuse de la cité des machines évoque l'immensité inhumaine d'une puissance sans visage. Les intérieurs austères du Nabucodonosor, encombrés de câblages et de dispositifs de fortune, soulignent le caractère marginal et résilient d'un équipage perpétuellement en fuite et en réparation. De plus, le film joue brillamment avec une colorimétrie verte pour signer l'artificialité du monde simulé. Au fil du temps, une nouvelle génération de cinéastes émerge, obsédés par le visuel mais sans chercher la surenchère. Denis Villeneuve avec Arrival, Blade Runner 2049 et Dune développe une esthétique contemplative, quasi sacrée. Grâce à des chefs opérateurs comme Roger Deakins ou Greg Fraser, ces films deviennent des tableaux mouvants, lumière rasante, palette désaturée, ombres monumentales viennent orner le récit. Ce style visuel, à la fois ample et introspectif, trouve un écho chez James Gray. Dans Ad Astra, il reprend ce langage et le pousse vers l'intime. La lumière devient un lien fragile avec la terre, une présence affective et lointaine. À l'opposé, Jonathan Glazer, dans Under the Skin, radicalise encore le propos. La lumière se fait abstraction, le noir engloutit tout et les formes humaines deviennent des apparitions. On frôle alors l'expérience sensorielle pure, presque picturale. Cette quête esthétique ne se limite pas au cinéma live-action. L'animation japonaise, depuis des décennies, propose des univers tout aussi puissants visuellement. Ghost in the Shell, Akira, Paprika, Cowboy Bebop, le movie, Blame ou encore Promare démontrent que la photographie animée peut égaler, voire dépasser le cinéma traditionnel. Ici, la lumière est recréée, la pluie est peinte, les néons sont dessinés. Tout devient intention, tout devient sensation. Dans Akira, les explosions de lumière accompagnent la désintégration du corps et de la ville. Dans Ghost in the Shell, la pluie permanente et les reflets numériques traduisent une mélancolie cybernétique inégalée. Enfin, au-delà du cinéma,
certains jeux vidéo se hissent au rang d'œuvres contemplatives, capables de proposer une esthétique forte et singulière. Journey est sans doute le plus pur exemple d'esthétique poétique. Ses dunes dorées, sa lumière solaire, ses silences vibrants créent une expérience sensorielle unique. Inside, quant à lui, opte pour le contraste, les noirs profonds, les lumières brutales, dans un monde oppressant et déshumanisé. Death Stranding pousse encore plus loin. Ses choix stylistiques, inspirés de mythologie japonaise, créent une contemplation d'une nature ambivalente entre beauté et menace. Tous ces exemples ont un point commun. Leur esthétique est une invitation à ressentir avant de comprendre. La science-fiction y devient un territoire d'émotions visuelles, de vertige calme, d'introspection lumineuse. Moins vite, moins vite. Les gens respirent, ils ont besoin d'oxygène, ils sont vivants. Je t'emmerde. Je suis avec quelqu'un depuis quelques mois. Et stop. Je rêve de Catherine, mon ex-femme, presque toutes les nuits. C'est comment d'être marié? C'est pas toujours facile. Je t'aimerai toujours parce que j'ai grandi avec toi. Je voulais que tu saches que j'aurai toujours un peu de toi en moi. Et si tu arrives un jour là-bas, viens me retrouver. Et rien ne nous séparera plus. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège.